Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode du Tricato Show. On a sorti le dernier épisode le premier épisode la semaine dernière. Je suis de nouveau en compagnie de Lucas et Louis-Emmanuel. Merci à vous d'être venus. Écoute, plaisir partagé, toujours. Merci de l'invitation, ça fait plaisir, encore une fois. Et aujourd'hui, avant d'attaquer cette partie Coupe du Monde qui va démarrer ce dimanche à l'heure où on tourne, on va faire un petit bilan de cette première partie de saison et de ces 5 grands championnats. Donc pour vous expliquer le sommaire de l'émission, alors on a chacun fait nos 5 points donc, pour la Ligue 1 et la Première Ligue, et après on s'est réparti les 3 autres championnats, Espagne, Allemagne et Italie. Donc on va démarrer par la Ligue 1, ensuite on va passer à la Première Ligue, et après on se répartira, on verra comment on démarre ensuite les 3 derniers championnats. Donc perdons pas de temps. Et on va démarrer donc par cette magnifique Ligue 1. Votre premier point que vous avez à dire sur cette Ligue 1? Je t'en prie, vas-y. Ok, je commence. Mon premier point, j'ai envie de parler de Lens, qui sont deuxième du classement. Ils méritent leur place parce qu'ils pratiquent un jeu collectif, porté vers l'avant, un jeu ambitieux. Là, ils ont 11 victoires en 14 matchs, 5 victoires consécutives sur les 5 derniers matchs. Donc voilà, tout va bien pour eux et pourvu que ça dure parce que c'est un bon club qui mérite de retrouver l'Europe. Je suis d'accord, je pense que tu avais ce point toi aussi. Mais c'était mon point aussi, exactement. Je vais juste rajouter quelques petits trucs. Du coup, ouais, ils ont une défaite, c'est contre Lille. Donc, ça fait quand même depuis la journée 10 qu'ils sont vaincus. C'est surtout en fait niveau recrutement, on voit que c'est très travaillé. On a du Openda pour 10 millions qui crève l'écran et qui a été appelé en sélection belge. On a Buxa, mais Buxa n'a pas encore été trop vu, mais à ce qui paraît, c'est costaud. On a du Abdul Samel qui a été pris pour compenser 5 millions pour compenser le départ de Doucouré à Crystal Palace. Et il le fait oublier, franchement, il est très très bon. Il est aussi appelé avec le Ghana. On a Farines qui a été blessé en début d'année, du coup ils ont pris Brice Samba. Et je pense qu'on peut dire que c'est une des meilleures recrues lensoises, si ce n'est la meilleure aujourd'hui. Et puis voilà, je peux dire très très bon. Moi aussi j'avais mis Lens dans mes points, mais je l'avais relié à Lorient pour en évoquer un maximum de choses. Donc je sais pas si vous avez mis Lorient vous aussi, mais pour passer à Lorient, moi je trouve c'est impressionnant parce que je leur donnais pas beaucoup de chance début d'année. Pour moi, je veux dire, un nouvel entraîneur que je ne connaissais pas du tout. Je me disais ça va être dur. On finit Christophe Pélissier qui était là depuis 3-4 ans. Donc je me suis dit ça allait être compliqué et finalement, mine de rien, on pratique du beau football du côté des Méralus. Et franchement, je suis étonné, même si ça commence à s'essouffler un peu en cette fin de première partie de saison. La pause va sûrement leur faire du bien et on leur espère plein de bonnes choses pour la suite. C'est vrai. Moi, j'ai envie de parler du coach, Régis Lebris. En conférence de presse, il ne parle que du jeu. Et j'adore en fait. À chaque fois que j'écoute les conférences de presse, je me régale. Exactement. Lucas, un point à aborder? Je vais parler de Lille, moi, parce que en fait, c'est un changement de A à Z. On passe de Govanek à Fonseca et c'est tellement plus plaisant à voir. Mais c'est un peu frustrant aussi avec Lille parce que, si j'en envie de faire les stats, c'est 8 victoires, 2 nuls et 5 défaites. C'est un peu un tout ou rien, quoi. C'est que même s'ils dominent, ils vont se faire rattraper, ou alors ils vont se faire construire et ils vont perdre le match. Et pourtant, on sent que l'équipe, elle fait un recrutement très jeune. C'est avec Jack qui était de Toulouse, Virginie de Sochaux, Bayo qui était pris à Clermont. Voilà, Bayo, il a un peu disparu des radars. On a du Alexandro qui était pris au Portugal et qui est très très bon, couplé avec Diallo et tout, parce qu'il y a eu le départ de Botman. On a Ounas, même s'il est un peu moins jeune, il a 25 ans, mais. Il a que 25 ans? Que 25 ans, ouais. J'ai checké ça et ouais, très très bon. Et surtout, en fait, ce qui est bien, c'est que malgré cette jeunesse, ils ont pris des joueurs libres, expérimentés, à l'image de Ismaili et Cabella. André Gomez, exactement. Et du coup, en fait, tu te dis, sur le papier, lui, elle peut aller jouer l'Europe si elle arrive à trouver cette consistance. Moi, je suis vraiment d'accord. J'avais relié Lille et Rennes ensemble pour dire que c'est les deux équipes qui pratiquaient le plus beau football pour moi en Ligue 1. Totalement, je suis d'accord. Est-ce que toi, tu avais mis Lille dedans? Non, moi j'ai plus trop de points positifs, j'ai que des points négatifs. Tu veux qu'on passe au. J'avais un dernier point positif avant de passer au point négatif. C'était que on va avoir un beau suspense jusqu'à la fin de la saison. Oui, c'est vrai ça. Entre les places pour l'Europe, les places pour la descente et PK descente, je pense qu'on va pas s'ennuyer pour cette deuxième partie de saison. Et je pense que ça va être vraiment très très sympa à suivre.
Je pense qu'on peut passer aux choses qui fâchent. Alors moi j'ai un point, avant je peux me permettre, un Ouais. point mitigé en fait. Ah. C'est C3 qui me surprend un peu, ils sont 13e. Et, C'est leur- ok, j'ai compris. C3, la Coupe de la Ligue Europa, je comprends. et du coup, leur objectif c'est top 10. Ouais. Et ils ont mis à pied Irles, je sais pas comment Irles, dire. ouais. Ouais, Irles, du coup, mis à pied. Et en fait, c'est depuis le rachat du Citigroup, en fait, ils ont des moyens pas astronomiques, mais ils sont quand même bien financièrement. Et je trouve que leur mercato était intéressant avec Porozzo, Ugbo qui a été pris. Là, surtout ce mercato-là, c'est très très jeune avec les Baldé et Odobert de Paris. Bruce de Brøndby. On a Agoumé qui a été pris en prêt aussi, qui est à l'Inter, qui est une vraie pépite. Et puis on a aussi du Ronny Lopez, bon, plus vieux, mais qui se C'est relance. Citigroup, ça. C'est Citigroup. C'est Ouais. pas un prêt d'un autre club. Ronny Ouais. Non, il est à Séville. Ah ouais. Ouais. Ok. Donc voilà, je me dis que ça peut être intéressant, mais déjà à se dire top 10, moi je vois plus une équipe ventre mou, tu vois, qui peut-être va se maintenir largement parce qu'il y a des équipes plus faibles et 13e c'est quand même pas mal. Ils ont un jeu très très bon, surtout en fait en attaque, tu as du Hugo, Baldé, enfin Mano Baldé plutôt, avec aussi Motiba. Non, Motiba est passé. Mais ouais, franchement, il y a pas mal de monde intéressant à 3 et Tu vois, ça sera bon. bravo, ouais, mais il était en prêt l'année dernière, c'est pour ça Ouais. que j'ai confondu. Non, franchement, très très bon. Donc à voir hein, pour 3. Ok. Bon bah c'est l'heure, c'est ton tour, vas-y lâche-toi, c'est de qui tu vas parler. Bah, on est obligé d'en parler. Pense bien parler dans le micro. Pardon. On est obligé d'en parler de Noël. Ouais. Encore une saison ratée, encore une saison décevante. Ils doivent vraiment faire mieux parce que ils n'ont pas de Coupe d'Europe, ils n'ont qu'un match par semaine. Et c'est décevant partout, c'est décevant dans le jeu, c'est décevant dans les résultats. Il n'y a rien, il n'y a pas grand chose à retirer de positif de cette équipe. Laurent Blanc, il est arrivé dans l'urgence comme ça, avec une équipe malade. Il faut lui laisser du temps pour mettre des choses en place. Et le club est aussi, je pense, dans l'attente de l'arrivée de Textor. Alors apparemment, ça va se faire ce week-end enfin. Il manque un papier d'Angleterre, de Première Ligue qui doit Ouais. accepter. Ouais. Donc ça va enfin se faire. Donc il faut attendre. Textor, il va arriver. J'espère pour le club qu'il va mettre les sous tout de suite. Il faut recadrer un peu tout ça et sauver ce qui reste à sauver. Au moins une qualification européenne, c'est le minimum à avoir. Bah pour le coup, c'est vrai que le contexte de Lyon, il est pas facile, il est pas top. Le contexte est un peu malsain. En fait, t'as Ponceau qui est directeur du football alors que c'est pas vraiment son poste, il n'y connaît rien, même lui, il a assumé qu'il ne connaissait rien au foot. On a Chérou qui a été pris en recrutement et qui ne fait strictement rien sur ce mercato-là. On a Lacazette et Tolisso qui sont revenus parce que c'est des anciens de la maison. On a Tété qui est avec l'Ukraine et la Russie, du coup, c'est gratuit. On ne sait pas si on peut le garder. Le Penant, c'est Caveglia qui l'a ramené. Il y a que Tagliafico, mais c'était encore une idée de boss, c'était Malassia à la base, et sinon c'était Tagliafico en second. En fait, Chirou n'a rien fait. Donc, ouais, forcément, en fait, c'est pas anodin. Il le fait à chaque fois, il se prend pour je ne sais pas qui, et ça ne marche pas. Et du coup, derrière, l'équipe, elle marche pas bien. Enfin, en fait, déjà de base, avec Peter Bosch, tu as vu que ça ne marchait pas. Tu as quand même essayé de le garder pour inculquer son discours, mais dans le vestiaire, ça passait pas. Donc, ouais, l'équipe elle est décevante. Après, on sait qu'il y a de la qualité. Laurent Blanc, ça fait que 3-4 matchs qu'il est arrivé à Lyon, peut-être 5 même. Là, maintenant, il y a toute une trêve internationale de 2 mois où ils vont faire des stages à Dubaï, où ils vont rencontrer Arsenal, Liverpool, le Milan. Enfin, ça va le faire quand même. Moi, en fait, je suis peut-être pas objectif, mais je sens quand même que cette équipe, elle prouve qu'elle peut. Elle est très intéressante, mais elle se relâche facilement en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, t'es quand même bien optimiste. Parce que pour moi, tant qu'il y aura ces joueurs-là, j'ai l'impression que ça bougera pas. Faut se débarrasser, parce qu'on l'a regardé, hein. Il y avait plein de fois au stade, on a regardé Nice, Lille, j'y suis allé. Ouais, moi aussi. Mon Dieu, comme c'est. En fait, ils ne se battent pas, il n'y a pas d'envie, les milieux prennent zéro risque. La défense, en fait, il n'y a pas de risque dans cette équipe. C'est trop poussif. C'est ça, tu regardes le milieu de terrain, on récupère le ballon, on met un retrait, on prend pas de risque au cas où on la perd. Et après, en plus, si tes buteurs devant sont pas en forme, c'est compliqué. T'as pas de joueurs pour la profondeur à part Togo Kambi, mais il l'avait tout le temps dans les pieds. Donc ouais, c'est compliqué. Donc je pense qu'il va falloir un beau recrutement. Sinon, Lyon pourra à peine viser le top 8. Puis surtout, en fait, t'as Cacré qui a été étincelant pendant ces dernières années, là, qui est méconnaissable. Mais pourtant, moi,
j'y crois quand même, il faut voir, parce qu'on a des bons jeunes et en fait, l'osmose, elle n'est pas si dégueu que ça. Tu te dis sur le papier, ça peut faire un top 6. En fait, même s'il y a quand même un petit écart, je crois qu'on a 4 points d'écart avec le 6ème, c'est pas mort en fait, vu qu'il reste à On a 6 points. 20 matchs, non, peut-être même Il en reste 23. 23. 23, ouais, c'est ça. 23 matchs. Et en fait, c'est un match par semaine aussi. Oh, t'es l'OL, je sais pas, t'as la niaque, t'as les couilles d'y aller pour choper l'Europe, quoi. Et je me dis qu'avec Laurent Blanc, enfin, j'ai de bons espoirs. Mais je ne m'attends pas à un top 3 ou l'Europa League et tout, même la conférence, ça me va. Du moment que tu t'approches l'Europe et tout, parce qu'un club comme l'OL, ça peut pas jouer 2 fois de suite, rien du tout. Donc voilà, on verra. Puis c'est peut-être à voir en Coupe de France, un petit parcours. Ouais. Sauver la saison. Exactement. Donc à voir. Mais c'est sûr que là, Textor, ça lui rush. Exactement. Un dernier bilan à retenir, enfin un dernier enseignement à retenir, c'est un flop ou encore une équipe. Ouais, moi c'est Nice. Je les ai reliés ensemble, Lyon et Nice. Ouais, parce que c'est pareil, il y a un gros projet, il y a Ineos, c'est un milliardaire britannique à la tête du club. Il doit avoir des ambitions élevées. Bah, pour l'instant, les résultats ils sont pas à la hauteur, ils sont que 9e. Donc ils sont même en dessous de Lyon. Dans le jeu, c'est pas. Ça commence à être un peu mieux. Ouais, ça un peu mieux, mais c'est pas fou dans le jeu. Dans le recrutement, je trouve pas très cohérent. Ça prend des joueurs. Ouais, un peu libre. C'est bizarre. Barclay, Ramsey, tout ça, je suis pas sûr que ça apporte quelque chose au club. Enfin, faut voir, il faut peut-être leur laisser du temps, mais en tout cas, c'est pas fou non plus le résultat. C'est vrai, je suis vraiment d'accord. Ouais. Le recrutement l'année dernière, beaucoup de jeunes. Et là, cette année, ils ont pris pas mal de. Bah, ça ont fait pas mal de paris en fait. Et ça passe pas hyper bien pour l'instant. Ouais. Donc Nice, ouais, ça ressemble un peu à l'OL. C'est assez particulier pour les Niçois. On a fini avec cette Ligue 1, non pas encore? Encore, ouais, il m'en reste un, c'est Nantes. Parce qu'en fait, on en parle souvent du coup, sur la chaîne pour tout ce qui est de l'Europe. C'est que du coup, moi je me dis, j'ai peur parce qu'on connaît l'ambiance malsaine entre Kita, Comboiré et tout, enfin, tout le contexte du club. C'est surtout en fait, c'est 2 victoires, 7 nuls et 6 défaites en Ligue 1. Et tu te dis, bah, pour l'objectif maintien, tu te fais peur quoi. Ouais, je crois que c'est bizarre. Je crois que tu es 16ème ou un truc comme ça, tu te bats du coup avec les relégables. On a du Ganago et du Mostafa Mohamed qui sont décisifs en Europe et tout, on avait vu contre Olympiakos et Karabakh et tout. Mais en Ligue 1, c'est encore poussif. Après, je me dis sur papier, il y a quand même des bonnes recrues. On a Sissoko, on a Santos qui arrive en joker aussi. Couplé à Lafont, Blas, Corchia, des trucs comme ça et tout. Je me dis, surtout qu'on pourrait être un bon coach, ils peuvent se maintenir, mais attention à pas trop se relâcher et tout, à donner des forces. À la limite d'un exploit contre la Juve, mais ça on en reparlera en fin d'émission, mais attention si tu passes contre la Juve, attention à pas te faire peur quoi. Mais bon, à mon avis je pense qu'on est large et qu'on se projette beaucoup trop et oui il faut bien qu'ils se concentrent sur le championnat et pas perdre de points trop importants. Ça c'est particulier les Nantais cette saison parce que ouais bah en fait c'est ça, c'est la Coupe d'Europe, ça leur prend pas mal de force, ils sont pas beaucoup recrutés. Ouais, puis en fait c'est des grands déplacements et tout, quand tu vas en Azerbaïdjan et tout, en Grèce, forcément. La gestion de jouer tous les 3 jours, pour certains joueurs ils l'ont jamais vécu donc clairement. Il y a un relâchement championnat, c'est souvent ça quand il y a des équipes qui jouent l'Europe alors qu'ils n'ont pas l'habitude, ils sont en difficulté après en championnat. Ouais. Bah, on a fini avec cette Ligue 1, on peut passer à la Première Ligue. Donc encore là, on a chacun 5 enseignements à nous dire. Je pense qu'on est tous d'accord sur le premier. Oui. Arsenal. Vas-y, je t'en prie. Ah. T'es fan. Alors Arsenal, cette saison, ils me font enfin kiffer. Parce que mon Dieu, c'est un enfer depuis 3-4 ans là. Wow, c'était dur. Surtout l'année dernière, le scénario où j'ai regardé le scénario pour l'analyse que j'ai sortie la semaine dernière. Mon Dieu, c'était un scénario où ils gagnent 2 matchs sur les 7 derniers, ils s'effondrent complètement alors qu'ils étaient sûrs de finir dans les 4 premiers. Ils perdent contre Tottenham alors que c'est quasi fait s'ils font vraiment match nul. Et là, cette saison, ça va beaucoup mieux. Gabriel Jesus, exceptionnel. Merci. Beaucoup trop fort ce joueur, impressionnant. Et du coup, quand j'ai fait l'analyse tactique, j'ai regardé les compilations de sorties de balles d'Arsenal. C'est exceptionnel. Ça joue en une touche, mais Granit Xhaka, c'est devenu Iniesta. C'est incroyable comme ça joue bien devant. Non, devant, on n'en parle même pas. On dit City, mais Arsenal, ça joue quand même pas mal. Je m'enflamme peut-être un petit peu, mais bon, déjà 37 points pris sur 45 possibles. Le meilleur départ, je crois, d'Arsenal dans son histoire en Première Ligue. Ouais, devant les Invincibles. Ouais, devant les Invincibles, c'est sûr. Wow.
Et ils sont premiers, alors qu'avec les Invincibles, ils étaient deuxièmes à la mi-saison. Et j'ai vu la stat passée qui était pas très bonne pour Arsenal, c'est qu'à chaque fois qu'Arsenal a été premier à la mi-saison en première ligue, ils n'ont pas remporté le titre. Ah ouais. Parce qu'avec les Invincibles, ils étaient deuxièmes à la mi-saison derrière Manchester United. Et là, ils sont premiers, 5 points d'avance sur City. Est-ce que pour vous, ils peuvent tenir ce rythme ou pas? Est-ce qu'ils peuvent? Je sais pas, mais en tout cas ils le méritent parce que ils pratiquent du beau jeu et pour ça j'ai envie de rendre hommage à Arteta parce qu'il a jamais lâché, il a toujours... Il se fait critiquer, ouais. Il s'est fait critiquer, il était à deux doigts de se faire virer parce qu'il y avait un moment, ils étaient 18e, tout ça, ils étaient à deux doigts de se faire virer. Il a eu du temps, il a eu les moyens et maintenant il a réussi à imposer son jeu. Et c'est un groupe qui s'entend à merveille, je veux dire, Odegaard, Jesus, Saka, Martinelli, tout fonctionne. Donc en tout cas, ils méritent d'aller au bout. Et je sais pas s'ils peuvent, mais en tout cas, ils méritent. C'est vrai que Arteta, c'est du coup le disciple de Pep Guardiola. C'est vrai qu'on s'est dit, je crois que c'est Stan de la chaîne des Outsiders, il avait dit ouais, Guardiola, tellement c'était facile, il a pris Arteta, Jesus, Zinchenko, il les a envoyés à Arsenal pour faire un vrai concurrent. Et... C'est ça, ouais, faut s'amuser un peu. Ouais, faut s'amuser un petit peu. Et c'est plaisant en fait de voir ça. Et aussi, j'ai envie de parler un peu de Saliba et tout, qui a fait 2 ans après, une fois à Marseille, une fois à Nice. Et là, il se retrouve un peu en patron de défense et tout, avec Ben White. Bon, Ben White, c'est pas trop. Ben White, il est latéral droit, Ben White. C'est Gabriel. Ah oui, Gabriel Magalhaes, qui n'a pas été appris en plus. C'est ça. Ah, tu dis en fait, l'équipe elle est cohérente. Donc c'est pas mal. Ramsdale est très très bon. Moi, je suis depuis Bournemouth et tout, et je suis très content de le voir au cage à Arsenal. Fabio Vieira, on l'a pas encore trop vu, mais. Il monte en puissance. Il monte en puissance. Petit à petit en remplaçant de Odegaard. Odegaard qui est capitaine du coup, je crois. Ouais. Ouais, et très très bon aussi. Puis après, l'attaque Martinelli, Jesus, Saka. Ça va être vitesse. C'est très très bon. Possible. Après, c'est sûr que pour moi, je vois mal Arsenal garder le rythme. Et je pense que Manchester City va repasser devant. Un autre point à évoquer après ces Gunners. En top? Ouais, ou n'importe top flop. On peut déconstruire Je sur le pense top. Ouais, top. Newcastle. Ouais, j'allais le dire. Pareil Tout le aussi. monde, ouais. Pour moi, en fait, c'est magnifique parce que c'est 8 victoires, 6 nuls, 1 défaite. Ils sont vaincus depuis la journée 5 contre Liverpool. 5 victoires de suite là. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est le rachat, il a bien été géré en fait. On s'est dit, oh, ça va faire un nouveau gros comme Paris et City, ils vont craquer sur tout le monde. Il y en a un seul à la limite qui peut être considéré comme craquage, c'est Isaac, 70 millions. Mais encore à la limite, c'est pas justifié, mais on sait qu'il aurait pu amener à Guimarães aussi, je crois 40 millions. 40 millions. 45 Je millions. trouve ça pas non plus exagéré pour Guimarães sur son niveau. Ouais, démesuré. Et je crois que Botman c'est 32 ou truc comme C'est pas ça. 50 Botman? Je crois que c'est 50 Botman. Là oui, par contre c'est un petit craquage. Un petit craquage, ouais. Botman, ouais. Mais tu vois, c'est bien construit, tu vois, ils ont dit, bah voilà. Mais ils ont pas changé tout le groupe. Non, pas du tout. En fait, c'est un par ligne, tu vois, on a Popocage qui a été recruté, donc c'est un gardien expérimenté. Botman, du coup, qui va gérer la défense. Guimarães, le milieu de terrain. Ouais, Trippier à la droite. Ouais. Et Isaac en Isaac. T'as Miguel Almiron qui s'amuse. Oui, Trippier, comme tu l'as dit. Saint-Maximin. Saint-Maximin, forcément, Saint-Maximin. Vous pensez que ça va finir top 4 Newcastle? Parce que là, mine de rien, ils ont quand même déjà Ils sont 4 points Ils peuvent, d'avance sur United avec un match en plus. Mais Ils peuvent, hein, parce que s'ils sont là, c'est qu'ils n'ont pas volé leur place, donc en vrai, ils peuvent. Et moi, je veux juste rajouter une chose, parce que tu parlais du rachat, mais je pense que s'ils continuent sur ce rythme et qu'ils vont à LDC, il faut être sûr d'une chose, c'est qu'ils seront très actifs sur le marché des transferts, et peut-être que d'ici 2, 3, 4 ans, Newcastle, ce sera le nouveau Manchester City, peut-être de première ligue. Dès cet hiver, je crois qu'il voulait recruter Jess Madison de Leicester et oh là là, cette équipe. C'est intelligent en fait, c'est ça qui est dingue. Ouais, tu vas me faire kiffer là. Ouais, franchement. Ouais, ça, dernière participation de Newcastle en Ligue des Champions, c'était un barrage en 2003-2004. Ah oui. Voilà. 20 ans après. Ça va être c'est loin. C'est possible. Et après, ils ont joué la phase de poule, enfin l'ancienne en 97-98. Et sinon, c'est tout. Ok, ouais. Bah, intéressant, voilà, à voir ce que ça donne s'ils peuvent continuer sur le lancé. Manu, un autre point à aborder? Moi j'ai plus un flop, enfin j'en ai deux, c'est Liverpool et Chelsea. Ok, oui, moi aussi je les avais. Ouais. Autant que Chelsea, il y a un contexte un peu différent. Là, Liverpool, ils sont décevants dans les résultats. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu un fin de cycle pour eux. Klopp, ça fait quand même très longtemps qu'il est là-bas. Ça va faire quoi? Ça va 7 ans? 2015? C'est ça? Ouais, je pense. 7 ans. 7 ans pour un coach, c'est dans le football moderne, 7 ans pour un coach, c'est très beaucoup. long. C'est très long. Donc c'est peut-être une fin de cycle pour eux.
Parce qu'ils sont déjà à 7 points de Tottenham qui est 4ème. Hein. Donc, Avec un match en moins. Ah oui. Ouais, avec un match en moins. Ouais. Donc là, je pense que pour le titre, c'est un peu compliqué. C'est mort pour c'est mort, City. ouais. Eux, ils veulent juste viser le top 4 et Voilà, essayer de tanker un maximum avant de revenir. Voilà. Et Chelsea, c'est à peu près pareil, sauf qu'il y a un contexte un peu compliqué. Parce qu'il y avait un rachat en plein milieu. Le nouveau propriétaire, je sais pas trop ce que ça donne. Il y a eu un coach qui est arrivé en cours de saison. Sur une série, Chelsea, ça fait peur. Ouais. 3 défaites de suite, Ouais, voilà, c'est un peu 2 nuls avant. Punaise, wow. Ah, c'est quand tu es Tourelle, hein, je suis désolé, mais c'était pas l'homme à virer. Même si Graham Potter est très très bon comme coach, t'avais Tourelle en place qui était stable. et C'est tout. pas une histoire de business derrière tout ça. Ah, c'est Todd Boehly, là, Qui a voulu recruter président. Ronaldo, Tourelle il a dit non et Ouais. dès qu'il a pu le sauter, il l'a sauté. C'est ça, ouais, c'est une guerre d'ego maintenant. Et Chelsea va repartir à l'attaque pour Ronaldo dès cet hiver. Parce que de toute façon, Ronaldo portera plus le maillot de United de toute façon. Donc, Quelle erreur. Ouais. Quelle erreur pour Chelsea s'ils viennent prendre Ronaldo. J'avais un autre point à aborder dans les flops, c'était attention aux clubs, on va dire, qui commencent à s'installer en Première Ligue depuis quelques années, du type West Ham, Everton, Southampton qui est là un peu depuis pas mal d'années. et Leicester aussi. Leicester, ouais, mais c'est un peu plus haut. Ouais, attention, parce que je sais pas pourquoi, mais ça a beaucoup de mal, surtout West Ham qui a recruté énormément cet été et Ouais. ça ne prend pas du tout. Donc attention à West Ham qui est vraiment décevant, qui a vraiment un style de jeu, David Moyes dans toutes ses caricatures. Un bon gros jeu défensif bien, on bétonne et on n'arrive pas à faire de jeu offensif. Ça se voyait un peu moins ces dernières saisons où il y avait quand même pas mal de joueurs créatifs et ça quand même ça proposait un petit peu de beau jeu. Mais là vraiment cette saison ça fait vraiment peur. Leicester ça va beaucoup mieux, ils sont commencés à se relancer, ils sont sur 2 victoires de suite et 4 victoires en 5 matchs. Avec une défaite contre City au milieu, ils ont battu Everton, West Ham et Wolverhampton. Et Leeds, ils ont battu tous leurs concurrents à la descente. Ça va. Donc ouais, c'est une année de transition, surtout que Leicester, j'ai vu en plus que là, ils n'ont pas recruté cet été, à part Fess. Woodfest, Ouais. parce qu'ils sont en train de financer leur nouveau centre d'entraînement. Ok. Et du coup, c'est pour ça qu'ils n'ont pas du tout dépensé, je crois qu'ils sont à moins 15, alors tous les clubs sont déjà à moins 100 millions. Ah oui. Et donc tu regardes, tu te trouves avec un effectif qui commençait à être là depuis quelques saisons, même s'ils ont un peu amélioré au milieu, mais donc attention à Leicester. Ils sont négatifs, Leicester, parce qu'ils ont quand même du Fofana qui est très cher. Ah bah il y en a moins qui sont en Je pense qu'ils sont positif en alors positif, ouais, je Bah pense. oui, je parlais au niveau des ventes, enfin des achats Ah oui, plutôt. les achats, ouais. Attends, je vais vérifier ça, mais normalement, Je pense que le peut-être. ratio, du coup, ouais, parce que tu perds Fofana, mais tu recrutes Fess, du coup, je pense que peut-être à plus 60, un truc comme ça. Je vais aller voir ça. Je suis chaud. Leicester sur Transfermarkt. Ouais, c'est ça, plus 65 millions. Ouais. Ils ont dépensé 17 millions et ils ont récupéré 80 millions. Donc ouais, La transition, puis si tu perds Madison, du coup, cet été, attention aussi. il faut le recruter, c'était- parce que c'était Madison, l'hiver, plutôt. Madison, c'est un peu leur joueur clé, quoi. c'est incroyable ce joueur, il est exceptionnel. Moi, j'aimerais bien juste revenir sur West Ham. Du coup, c'est 4 victoires, 2 nuls, 9 défaites. En fait, tu te dis sur le papier, le mercato était intéressant. Tu recrutes Paqueta, Emerson, Cornet, Scamacca, Aguerd, Kerrer. Et en fait, il y en a une seule qui donne satisfaction, c'est Scamacca. En fait, tu as Aguerd qui se pète directement en début de saison. Et après, tu as Paqueta qui est Qui pas au se niveau. blesse, au milieu en plus. Ouais. Ouais, Kerrer, c'est pas le joueur attendu non plus. Ligue Europa joue au milieu. Aussi, ouais. Ils sont pas fous non plus, mais ça s'est passé. Ouais. Enfin, la Conference League plutôt. Offensif, Ouais, c'est vrai. Conference League a joué. Vous avez une grosse équipe en plus. Ouais. Donc ouais, attention à eux. Moi j'avais un point à. Bah, non, bon, j'ai déjà dit mon point à vous. Ok. Qui en a un Moi, j'ai un point mitigé et un point flop. Qu'est-ce que vous voulez? mitigé. Allez, Ah, mitigé. allez. Allez, moi, c'est Bournemouth. Parce qu'en fait, cette équipe, je la suis depuis 3-4 ans maintenant. Et elle était tombée. J'ai quand même suivi en Championship avec Danjuma et tout, qui m'a fait rêver. Et je suis très content qu'elle remonte cette année. Et en fait, c'est le plus petit budget de Première Ligue. Et elle est toujours intéressante. Tu vois, il y a 4 victoires, 4007 défaites. Mais c'est souvent des remontadas, tu vois. Souvent, elle mène au score. Ouais, c'est des elle se matchs fait fous, rattraper. ouais, 32 buts encaissés. C'est ça, c'est toujours des scénarios un peu rocambolesques. Ah oui, Et en fait, tu te dis, bon, c'est pas dégueu, et je pense qu'il y a moyen de se maintenir avec le recrutement qu'ils ont fait, vraiment qualitatif. En fait, tu as Neto du coup qui vient épauler Marc Travers, le gardien numéro 1. Du coup, Neto est repassé numéro 1, mais Travers sera dans l'optique de devenir numéro 1. On a Senesi de Feyenoord qui est arrivé en défense centrale, et c'est vraiment le patron qui leur manquait vu que Kyle est parti à la retraite. On a Marcus Tavernier, pas
pas le mec des Rangers, mais celui de Middlesbrough en attaque. Et ils ont pris aussi un mec expérimenté, Ryan Fredericks de West Ham en latéral droit. Et tu te dis, ouais, sur le papier, bah, tu gardes Lerma et Billing en milieu défensif, qui va dégueu. Tu as Damien Solanke et Kiefer Moore en attaque qui plantent bien. Et bah, Moore sera à la Coupe du Monde. Et on a leur capitaine Lord Kelly, latéral gauche, qui est très 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 bon. Et ça ne m'étonnerait pas qu'ils se partent dans un top club cet été. Donc voilà, j'espère qu'ils vont se maintenir et j'ai de bonnes raisons d'y croire. Son petit coup de cœur Un petit coup de cœur, ouais. pour Bournemouth. À toi, t'en as un à nous dire Non. T'as pas de coup de cœur? Moi, j'ai pas de coup de cœur et j'avais un flop, mais du coup, c'était West Ham, donc tu l'as dit. West Ham. Ok. Bah, fais ton point flop et je finirai par mes petits points positifs. J'en ai deux autres à aborder. Alors moi, mon point flop, c'est Nottingham Forest. Parce que je tiens à rappeler, Ouais. ils ont acheté 23 joueurs ou 25, je sais plus, enfin, aberrant. Et en fait, c'est qu'on n'a pas eu cet état d'esprit, cet esprit d'équipe et tout, de la montée en Championship, là, les barrages et tout. Et je me dis, bah ouais, en fait, ils ont tout changé, ils ont tourné une page, et c'est la page, elle a mal été faite, quoi. En fait, tu perds Spence, tu perds Samba et tout, et du coup, en fait, tu te retrouves avec des recrues qui sont pas au niveau. Quelques éclaircies avec Taiwo Awoniyi, le Nigérien en attaque, et Morgan Gibbs-White, même s'il a été un peu surpayé, je trouve 52 millions, c'est quand même cher pour un mec qui a fait pas beaucoup de matchs en pro, mais qui est très très bon. Hein. Donc voilà, c'est 3 victoires, 4 nuls, 8 défaites. Donc une victoire contre Liverpool quand même, donc on montre quand même que l'équipe elle sait sortir des gros matchs, même si Liverpool est malade. Donc à voir, mais je suis un peu déçu de Forest quoi. Je me disais ouais c'est quand même un club historique et tout, et ils ont perdu un peu cet ADN de vrai club de première ligue en achetant à tort et à travers comme ça. On a du Aurier qui a été acheté et tout, qui a été pris libre. Ouais j'ai l'impression qu'ils ont pris n'importe qui pour faire une bonne équipe quoi, alors que c'est pas comme ça marche. C'est ça, on dirait un recrutement à la Football Manager. En plus, plus de ce que j'ai vu, ça se passait pas hyper bien à l'entendre dans ce groupe, comme ils se connaissent tous, ils se connaissent pas, en plus ils sont arrivés ils sont tous arrivés en même temps. Ils sont pas arrivés en même temps, ils sont arrivés en mois de juin, en juillet, de 30 août, donc ouais, c'est assez compliqué. Pour finir, rapidement sur mes deux points. Je pense que je voulais parler de Crystal Palace, mais finalement non, je vais juste parler de mes deux clubs coup de cœur que j'ai bien aimé. On va commencer par le moins bien classé, c'est Leeds. Okay. Parce que Leeds, ils ont une filiale américaine assez impressionnante. Brendan Aronson, numéro 10, c'est exceptionnel. Il sera à la Coupe du Monde, je vais suivre. Il est pour les États-Unis, c'est ça, Guillaume ? C'est ça. Je vais suivre les États-Unis juste pour lui, parce que c'est vraiment incroyable. Je le trouve ultra fort en numéro 10. Leeds, ça joue toujours aussi bien, ça propose du beau jeu, même si ça ne sait toujours pas défendre, mais ça pratique du beau jeu. Ils ont une des 5 moins bonnes défenses de Première Ligue, mais ils ont quand même la meilleure attaque des 7 derniers, ils ont 22 buts, donc ils ont même plus que Crystal Palace, plus qu'Aston Villa, plus que Chelsea, plus que Manchester United aussi. Ah oui. Donc voilà, donc c'est vraiment une très très belle équipe à avoir joué, toujours des scénarios incroyables avec Leeds. Et on a pas mal de petits jeunes assez intéressants, c'est des équipes comme Aronson, Somerville, Tyler Adams, on a aussi Rodrigo pour apporter un peu d'expérience en attaque. Leeds j'aime vraiment beaucoup, et mon autre équipe c'est Brighton qui est beaucoup mieux classée, même s'ils connaissent un petit coup de moins bien ces dernières semaines. Ça jouait déjà bien sous Graham Potter, et là sous Roberto De Zerbi, ça n'a rien changé. Ça joue toujours aussi bien, Trossard exceptionnel. Ah oui, ça oui. Exceptionnel en attaque, il sera à la Coupe du Monde avec la Belgique. Brighton, vraiment très très beau, Si je vous conseille une équipe à regarder un peu de ce côté, mais hors top 6, moi je vous conseille Brighton, ça joue vraiment vraiment bien. En plus j'ai vu jouer contre Aston Villa, et je pense que l'Aston Villa d'Emery sera aussi sympathique à suivre pour cette deuxième partie de saison. C'est vrai qu'en preview de la saison qu'on avait lancée en août et tout, on avait dit pourquoi est-ce que Brighton sera l'équipe à suivre. Ça, on avait parlé un peu de l'attaque et tout avec Denis Zundaf qui a été rejoint, là il est pas top. Et on a Moses Caicedo aussi au milieu, l'équatorien qui est magnifique et tout. Ouais, franchement, Brighton à retenir. On a aussi Robert Sanchez qui a été appelé avec l'Espagne. Peut-être en rôle de numéro 2 par contre, mais l'équipe de Brighton est très très forte, et j'espère un top 7 quoi, pour jouer l'Europe parce qu'elle le mérite quoi. Ils ont la place, pour moi ils ont la place. Ouais, franchement. On va passer sur les autres championnats. On démarre par lequel ? Qui veut démarrer ? Vas-y. Tu démarres sur la Liga ? Allez, je démarre sur la Liga. J'ai 3 tops et 2 flops. Je commence par les tops ou les flops ? Top, ouais.
Alors, premier top, évidemment, ça me fait plaisir, je vais parler du Barça. Très bon début de saison en championnat. Seulement une défaite, c'était contre le Real. Mais sinon, ils ont su gagner les matchs qu'il fallait. Ils ont su profiter des faux pas du Real aussi. Ils ont 2 points d'avance. Ils sont meilleure défense aussi, il faut le souligner, parce que c'est un peu rare avec le Barça ces dernières années. Xavi, il arrive petit à petit à imposer sa patte, à imposer son jeu. Et ben voilà, ils sont en tête. Avec l'Europa League, ça doit être leur objectif. De toute façon, le Barça se doit de tout gagner. Donc, faut espérer que ça dure. Les blessés vont revenir. Il y aura peut-être au moins une recrue cet hiver. Donc, faut voir où ça va mener. Mais en tout cas, on espère que le Barça va continuer comme ça. Ok, je suis d'accord, ouais, ça joue pas mal cette saison. Même si je pense que cette Ligue des Champions va être vraiment une tâche cette saison pour les Catalans. Ouais, c'est vrai. Malheureusement pour eux. Ils n'ont pas eu de chance au tirage, mais après en même temps ils n'ont pas su sortir d'un groupe relevé. C'est comme ça. Hein. Ton deuxième top? Mon deuxième top c'est Bilbao. Parce que ça fait plaisir. Début de saison positif pour eux parce qu'ils sont plus hauts que là où on les attendait. On ne les attendait pas forcément ici. Bon, là, ils sont 4e je crois quand j'ai regardé hier. C'est ça. Bon, ils sont à égalité avec le Betis. Dans le Betis Sociedad aussi encore. Ouais. Donc ils n'ont pas un jeu flamboyant, mais par contre les résultats sont satisfaisants quand même. Ça joue bien, je les ai regardés un peu parce qu'il y avait les joueurs Sora qui jouent là-bas. Et Après Valverde, Valverde je le connais parce que c'est un ancien coach du Barça. En tout cas, il a eu du mal à faire jouer ses équipes. Moi je trouve pas que Bilbao joue très bien. Après c'est que mon avis, mais en tout cas les résultats sont là. Il fait du bon travail et tant mieux, ils sont bien placés. Donc voilà. Ouais, je suis totalement d'accord. Bilbao, en fait, moi ce que j'adore, c'est leur philosophie de recrutement en fait. C'est que des joueurs basques. C'est espagnol. Non, c'est que des Basques. Là, cet été, ils ont recruté que Ander Herrera en prêt. C'est un ancien Basque. Ouais, voilà, mais c'est la seule recrue, on va dire, la seule. C'est fascinant ce club. C'est leur ADN quoi. Tu vois que ils sont jamais descendus en seconde division. Et puis ils ont toujours été en Ligue 1, c'est toujours été une équipe compliquée à jouer. Quand on va jouer à San Mamés, c'est toujours compliqué d'aller jouer à San Mamés. Et puis t'as les jeunes qui remontent et tout. T'as Nico Williams et tout qui est très bon. Enfin, ouais, franchement, je crois que c'est le premier joueur étranger à jouer. Non, c'est son frère qui est le premier joueur étranger à jouer. Quoi qu'il y avait Laporte à l'époque, il était français. Ouais. Il y a eu mais il avait des origines basques aussi. Oui, comme il est basque, mais Inaki aussi est basque, comme il est né là-bas. C'est pour ça, mais c'est le premier joueur. Oui, hors européen, je crois. Oui, Europe, comme il joue pour le Ghana. Très intéressant. Et du coup, mon dernier top, c'est une équipe qui me tient à cœur, c'est Almeria, parce que c'est un club que je suis depuis longtemps. Ils ont eu comme des années galères. Ils n'étaient pas montés en Liga depuis 5 ou 6 ans, je crois. Ça, c'était à l'époque, ils étaient là, ouais. Et puis quand ils y étaient, c'était compliqué. Ils sont descendus direct. Mais là, ils ont été rachetés cet été par un ancien ministre d'Arabie Saoudite. En tout cas, il est très riche. Ils ont construit un nouveau stade. Et ils ont un projet de faire une Coupe d'Europe d'ici 3 à 5 ans. Donc là, ils sont dans le ventre mou. Ils sont 14e. Voilà, ils sont 14e. 5 points d'avance sur Séville, 18e. Voilà, donc ça va jouer le maintien jusqu'au bout. Mais pour l'instant, ils sont dans le ventre mou. Pour un promu, c'est pas mal. Mais je pense que c'est une équipe à attendre d'ici sur le moyen terme, je veux dire. Intéressant. Voilà. Et après, là, de top, je vais commencer par Séville, parce que mon deuxième top, c'est Atlético, et j'en parlerai plus tard. Mais mon premier top, c'est Séville, c'est une saison galère. Mon premier flop, pardon, je suis trompé. Donc, saison galère pour Séville. Ça, c'est vrai. Nombre de points. 11 points. C'est une saison galère, et je pense qu'aussi, ils payent un peu un mercato que je trouve très incohérent, parce qu'ils perdent des joueurs cadres qui n'ont pas été remplacés. Ils perdent Koundé et Diego Carlos, qui n'ont pas été remplacés. Martial qui est reparti en prêt, mais ils ont En-Nesyri, là, le Marocain. En-Nesyri, ils ont Dolberg aussi. Ils ont un autre aussi. Dolberg. Mais en tout cas, leur mercato, je le trouve vraiment pas cohérent. Ils perdent des joueurs pour pas les remplacer. Et donc c'est normal qu'il n'y ait pas de résultat. Même dans le jeu, c'était compliqué. Lopetegui, il s'est fait virer. Rapidement. Après le match contre Dortmund. Sampaoli est arrivé, il ne fait pas de miracle. Donc là, ils sont à 4 points de la 17e place, c'est pas énorme, ils ne sont pas encore largués, mais attention parce qu'il y a danger aussi. Ils sont aussi qualifiés pour l'Europa League, du coup. Ils ont été reversés. Donc attention aussi à jouer 2 Coupes d'Europe et tout, de championnat. C'est risqué. Et on verra ce que Sampaoli fait. Je suis d'accord. C'est un bon gros flop parce qu'on les attendait pas 18e. Nous aussi, belle saison.
Mon dernier flop, c'est l'Atlético. Alors j'espère qu'il n'y a pas de supporters de l'Atlético qui m'écoutent parce que pour moi, c'est un des clubs que je déteste le plus. C'est vraiment le club typique que je peux pas regarder. Je déteste leur jeu. Je comprends pas comment tu peux avoir autant de joueurs bons balle au pied qui tirent le banc. Joao Félix, il joue des bouts de match. Même au milieu, je comprends pas comment tu peux faire tirer le banc à Rodrigo De Paul ou Marcos Llorente pour aligner un milieu Kondogbia, Coquille, Ouais. voilà. Kondogbia, Koke, Witsel, avec tout le respect que je leur dois, c'est des bons joueurs, mais franchement. Il n'y a pas un joueur de ballon. Mais quand tu as des joueurs comme Rodrigo De Paul, comme Marcos Llorente, comme Correa, comme Joao Félix, même Griezmann au début de saison qui cirait le banc, tu peux très bien proposer un jeu vers l'avant, avoir plus de résultats. Là, non, tu bétonnes derrière, peu importe l'adversaire. Et c'est un club qui avait des résultats avant. Bah, maintenant, ils n'ont plus de résultats, ils montent leurs limites. Et je pense qu'il faut du changement dans ce club, un changement de philosophie et un changement de coach, un changement de jeu, je pense. C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que pour toi, Simeone reste après cette saison? Bah, Tu penses qu'il va partir? Non, je pense qu'il va partir. Tu penses? Bah, je pense, hein, ils ont perdu contre Mallorca, ils ont perdu contre Cadiz, Ouais. ils ont perdu. Ils font un nul contre l'Espagnol que je vais regarder encore pour savoir. Ils prennent un nul à 11 contre 10, ils arrachent le nul alors qu'ils sont rien de plus pendant. Et puis même ce type de match-là contre Mallorca, contre Cadiz, tu dois pas. Mais avant il est gagné, maintenant il est gagné. Bah oui, mais en plus ils bétonnent. Ils prennent des buts, c'est ça qui fait peur, ils prennent quand même des buts. Hein. Et le pire, c'est qu'ils ont joué bloc bas la semaine dernière contre une D5, quoi. Ouais, voilà, mais C'est compliqué. Hein. Et après, c'est un changement d'air parce que c'est là-bas. très dur à regarder les matchs de l'Atlético. Ouais. C'est parce que les supporters de l'Atlético, ils voient Simeone comme un dieu, quoi. C'est un changement d'air. Je sais pas si Je pense plus maintenant là, ça commence à être un peu long. Mais c'est quand même 15-20 ans qu'il était là, quoi. Et il les a sauvés moult et moult fois. Bah, ils ont eu des résultats, ils ont fait des finales de Champions League. Ils ont été champions il y a 2 ans. Donc, deux fois, ils ont été champions. Ouais, voilà. 2015 aussi, je crois. Et 2020, du coup, l'année Covid. Et j'avais vu, du coup, comme potentiel remplacement de Simeone, ce serait Pochettino. J'ai vu Luis Enrique. Ok. Moi, j'ai vu ça parler de Tourelle en plus. Je pense pas qu'il va accepter d'aller là-bas. Mais Bah ouais, ils ont l'argent. Parce que regarde, Simeone c'est l'entraîneur le mieux payé au monde. Donc je pense qu'ils ont l'argent pour gagner un Tourelle ou C'est sûr. un autre. Je suis regardé les stats, mais l'Atlético ils ont même pas la meilleure défense. Hein. Il y a d'autres équipes qui sont meilleures qu'eux. T'as Villarreal, c'est l'un des terroristes du football, 15 buts marqués pour 10 encaissés, c'est vraiment horrible. Le Betis a moins de buts pris, on a 12. Osasuna on a autant. Bilbao on a autant. Barça on a 5 buts encaissés. Le Real on a autant. Même Mallorca on a moins. Donc ouais, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. T'as fini avec l'Espagne ou t'as resté un peu loin? Non, moi j'ai fini. C'est bon? Quelque chose à rajouter sur l'Espagne? Non, il a très bien résumé la saison en Liga. C'est pas mal. Ton favori pour le titre? Le Barça. Et ton top 4? Qui tu vois avec le Barça et le Real? Il y a Sociedad 3ème. La Sociedad, je ne les vois pas venir. L'Atlético, je ne les vois pas être top 4. Je pense que ce sera Bilbao et Betis. Oh, ça serait beau. Avec le Real. Avec le Real et Barça, ouais. Ok, bah je vois. Ça serait beau. Ouais, pas mal, ce serait bien. On passe à qui maintenant? Italie ou Allemagne? Comme tu veux. C'est N'importe. ton émission. N'importe. Allez, bah vas-y. Allez, je me lance. Donc moi je parle de la Serie A. Bon, je pense que mon premier top, on le connaît tous. Oui. Ce sera le Napoli. 13 victoires, 2 nuls, 0 défaite. Ils sont encore invaincus. C'est 37 buts pour 12 buts encaissés. Une moyenne de 2 buts et demi par match. J'adore. Je suis totalement fan de cette équipe. C'est la mission. Ça, c'est une mission, c'est rapporter le titre après 20 ans ou Plus, hein. même plus. Hein. Ah ouais. Et en fait, c'est que l'année dernière, ils avaient C'est du Maradona qui n'a pas eu, je crois. Ouais, c'est depuis genre 40 40 ans. Ouais, Ça fait 40 ans, je crois, cette saison. Si je dis pas de bêtises. Ouais, non. En fait, c'est que l'équipe, elle est vieillissante en fait. L'année dernière, elle était très vieillissante. On avait Ospina, Insigne, Mertens. Et en fait, les Koulibaly, c'était beaucoup de cadres en fait, mais plus trop haut niveau. Et il fallait un changement de page, un changement d'air et tout. Et là, bam, il faut un recrutement, mais tellement intelligent. On a Kvara, voilà, dédicace à Quentin, mon pote, qui m'a montré depuis 3 ans quand il était au Rubin Kazan et tout. Et c'était une dinguerie, je regarde ses matchs et tout, en stream comme ça, stream russe. Je disais, mais oui, il a quelque chose et tout, quand est-ce qu'il va être dans un grand club et tout. Et seulement pour 15 millions. Voilà, c'est un peu ma propagande et tout, je suis peut-être pas objectif, mais cette première partie de saison, Kvara, il est monstrueux, il est phénoménal.
En attaque, on a Simeone qui a été prêté par le Las Vérone et Raspadori prêté par Sassuolo, Ouais. qui font vraiment beaucoup le taf. On a Ndombele qui a été prêté par Tottenham au milieu de terrain pour épauler les joueurs clés comme Zielinski et Lobotka. On a Koulibaly qui est parti et ils ont recruté le défenseur coréen de Fenerbahçe Kim Min-jae qui est devenu du coup le patron. Ouais. Franchement, je ne vois pas comment l'équipe de Naples peut ne pas être champion. Je crois qu'ils ont 7 points d'avance sur le Milan. 8. 8, voilà. L'année dernière, je crois ils avaient fait le même début de saison où ils avaient, je crois, 3 points de moins. C'est juste qu'année dernière, l'Inter et Milan se tenaient plus le rythme. Mais si on regarde Milan, Juve, Lazio, Inter, ils ont un rythme de champion, mais plus classique. Ouais. C'est juste Naples là, qui sont sur une base pour finir à 90 points, 95 points. Quoi. Ça, là, en fait, ils surperforment, mais en même temps, c'est logique parce que l'équipe elle est tellement bien construite et tout, et que le groupe il est parfait. C'est que tu avais Ospina l'année dernière, vu que Meret était blessé ou pas ouf, je sais plus. Je crois qu'ils tournaient un peu les deux. Il tournait, et là maintenant Meret est numéro 1 et c'est imposé. Largement fait. Mario Rui il s'est transformé, je sais pas comment, très très bon. Juan Jesus aussi qui avait un peu de mal et très très bon. Non, franchement, il y a vraiment la place pour faire une très très grosse saison avec peut-être une demi de LDC et le Scudetto. Ça y est, il se lâche. Là, je me lâche, mais il y a la place. Ok, Naples, globalement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ton deuxième top? Alors en fait, c'est à la fois des tops et à la fois des mitigés en fait. Parce que je vous parlais de la Juve, qui était très mitigée en début de saison, Et là, ça va mieux. très poussif, et là maintenant ça va mieux. En fait, c'est qu'ils ont 9 victoires, 4 nuls, 2 défaites, ils sont malades, mais en fait, c'est que c'est 6 victoires sur les 6 derniers matchs, sans prendre de but. 6 clean sheets. Et en fait, c'est que, ils avaient beaucoup de blessés. On avait Chiesa, on avait Vlahovic qui étaient blessés, il y en a d'autres, bon, j'ai plus leur nom. Mais ouais, il y avait beaucoup de blessés à la infirmerie. Et maintenant que l'équipe se met en place et tout, il y a eu quelques trucs avec Allegri et tout qui sont mal passés et tout, tu vois, mais bon, c'est comme ça. Et maintenant, en fait, l'équipe elle est bien placée. On a Bremer qui est au top niveau et tout, qui remplace Chiellini parti aux États-Unis. Du coup, tu as la charnière centrale Bremer Bonucci qui est très solide. On a Alessandro qui est pas fou, on a Danilo qui est pas fou non plus, donc c'est vraiment leur faiblesse. Mais après, derrière, tu as Kostic qui est pas dégueu, milieu gauche, 5 pas de cible quand même. Donc, une bonne adaptation pour Philippe Kostic. En attaque, on a Milik qui s'adapte bien. On a Kim qui retrouve son football enfin, parce que franchement, ces années à Everton, elle s'était un peu perdue. Bon, il y avait son prêt au Paris Saint-Germain qui était pas mal. Et moi, je parle aussi beaucoup de la jeunesse qui est très convaincante. C'est au milieu de terrain, on sait qu'on a Rabiot et tout, Pogba, c'est pas flamboyant quoi. Et en fait, c'est les petits jeunes Miretti et Fagioli qui m'impressionnent en fait. C'est qu'ils ils grattent des minutes en fait. Voilà, c'est un peu leur sortie de banc, leur joueur qui sait, en sortie de banc, voilà, ils changent le match. Alors qu'ils ont 18 ans, tu vois. Et c'est Fagioli qui inscrit le 2-0 contre la Lazio. Voilà, donc, des places à prendre et tout. Et puis c'est surtout qu'il y a pas mal d'Italiens du coup, qui vont rester pour cette trêve et du coup il y a moyen de faire des bons trucs pour accrocher la Ligue des Champions, enfin pour garder leur place de 3e. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que tu as un troisième point? Ouais, alors là on va plus passer pour moi à un flop parce que je les suis beaucoup, c'est l'Inter. Okay. C'est 10 victoires, 0 nul, 5 défaites. C'est en fait la faiblesse pour moi que je trouve numéro 1, c'est qu'il n'y a pas de gardien prédéfini entre Handanovic et Onana. Ouais. Donc en fait c'est un turnover, mais du coup c'est un manque de cohérence. Et en fait la sortie de banc elle est faible en fait. Si t'as pas de joueurs qui vont te délibérer un match quand tu es dans le dur. Pourtant, tu as une attaque de folie quoi. 34 buts. Dzeko et Martinez qui sont très solides. Mais en fait, il manque aussi un manque de fiabilité en défense, avec 22 buts encaissés. Tout ça. Ouais, t'as Skriniar qui est pas au niveau, Bastoni est très très bon, mais bon, tu peux pas faire tout à chaque fois. Donc ouais, c'est compliqué. Et comme je le disais aussi en preview la semaine dernière, en fait, il leur manquait leurs 2 principales cibles, c'est Bremer et Dybala, qui n'ont pas été pris, du coup, ils payent cash. Ouais, Inter. Mais après, ils sont pas non plus largués, ils sont 4 points du deuxième. Donc... Bien sûr, mais pour moi, il y a moyen de faire mieux largement. Donc pour ça que je le mets en flop, parce que en fait, quand je vois le match contre la Juve il y a 2 semaines, tu ne dois pas te faire. Tu perds 1-0, 2-0. 2-0. Non, t'as pas le droit. Après, en mitigé flop, c'est l'AS Rome. En fait, c'est l'équipe Mourinho par excellence. Toujours forte en Coupe d'Europe.
Mais on a toujours du mal en championnat. Là, c'est 8 victoires, 3 nuls, 4 défaites. Le rendement offensif, il est faible. C'est qu'en fait, t'as pas Abraham, il en met plus une seule. 3 buts, c'est tout. T'as Dybala qui s'est blessé au Voilà. milieu. Et t'as Bellotti qui, depuis qu'il est arrivé, la bulle. 0. 0. Et Bellotti, je le suis depuis longtemps quand même, parce qu'il était au Torino et tout. Et là je le reconnais pas. Dybala, c'est le meilleur buteur alors qu'il est blessé depuis octobre. Voilà, Ça veut c'est. tout dire. Voilà. Et surtout, en fait, le problème avec Mourinho, c'est qu'il n'y a pas vraiment de 11 titulaires. Ça bouge toutes les semaines. Ouais. Donc, il va voir, faut vraiment qu'il trouve une stabilité et tout. Là, on a vu aussi, il y a une petite embrouille avec Karsdorp, je sais pas si vous avez vu. Ouais, j'ai pas compris, il l'a sorti dans la foulée. Il y a une action, il l'a sorti dans la foulée, genre un truc comme ça. Ouais, et Karsdorp, il s'est vénère et maintenant, il veut partir, quoi. Et il y a Quel joueur. pas mal de monde dessus, il y a même Lyon qui est dessus. Bon. Par contre, il y a la Juve, l'Inter et tout, donc. Karsdorp, c'est tatouage. Compliqué. Ouais. Donc voilà, Mourinho à voir, mais c'est sûr que c'est plus une équipe qui peut chercher l'Europa, enfin, non, c'est la conférence. Europa ou conférence? Conférence. Conférence encore? Après, ils sont 4 points d'Inter. Non, peut-être Europa. Attends, je sais plus, faut que je vérifie. Je crois qu'ils sont en Europa maintenant, la S Rome. Oui, la Roma, ils sont en Europe. Ouais. Alors, en Europa League. Ouais. Europa League, ouais, c'est ça. Ils sont en barrage. Ouais. Et est-ce que ça peut se faire ou pas pour aller chercher l'Europa League? Mais ils jouent qui? Ils jouent qui? Je sais plus, on va voir. Ils jouent. Attends, je l'ai devant les yeux. La Roma, ils jouent Shakhtar. Pardon, non, Salzbourg. Ouh. Ouais, ça va être compliqué, ça va être pas facile. Ouais, ça peut être Donc, facile. Ouais. à voir. Bon, après, mon dernier point, ce sera un flop, un vrai flop pour les coups. Sampdoria ou Hellas Verona. Hellas Verona. Parce qu'en fait, c'est une victoire, 2 nuls, 12 défaites. Et je suis déçu intérieurement parce que l'année dernière, j'avais suivi la Serie A. Et Vérone était 9ème. C'était Tudor. Avec Tudor. Et c'était très très bon. Mais là, ça marche plus. Et les cadres Veloso et Lazovic, ils trouvent pas la solution. Du coup, tu perds Simeone qui est parti à Naples en prêt. Et en fait, l'année dernière, il avait mis 17 buts en 35 matchs. Donc forcément, tu perds ton atout majeur. Et tu recrutes Lasagna et Verdi qui sont expérimentés, mais très limités, du coup, à 0. Leur meilleur buteur, c'est Thomas Henry. Il a 2 buts. Voilà. Le Belge. Exactement. Et du coup, ils sont à 8 points du premier relégable. En fait, ça joue, t'as Vérone qui a 5, Sampdoria à 6 et Cremonese à 7. Et après, t'as Sassuolo qui a 13. Voilà, ça va être très dur pour Vérone, ça fait un peu chier parce que l'équipe est quand même plutôt séduisante. Et c'est vrai, c'est surtout la méthode Tudor qui était pas mal. Et là, avec un nouveau coach, ça marche pas. Voilà. Et bah, merci pour ce petit point sur l'Italie. Je vais arrêter de dire le mot point parce que je sais pas combien de fois depuis le début. On peut finir par l'Allemagne. Donc voilà, je vous propose mes 5 leçons à retenir de cette première partie de saison. Je vais démarrer sur une note positive. Je voulais démarrer par Fribourg. Ah oui. Donc Fribourg, qui adore recruter des joueurs français, nous propose un début de saison assez impressionnant. 30 points en 15 matchs, donc un rythme de club qualifié en Ligue des Champions. Ils ont à 2 points par match. 25 buts mis, 17 encaissés, ils sont assez solides. Ils peuvent compter sur Griffo en attaque. Ils ont perdu Schlotterberg en défense qui est parti du côté de Dortmund, mais ça n'a rien changé pour eux. Ligue Europa, ils sont sortis facile premier de leur poule avec Nantes. Donc pour moi, Fribourg, c'est vraiment très très impressionnant cette saison. Surtout leur attaque, je la trouve très belle pour un club milieu de Bundes avec Griffo, Grigori Stić qui était à Offenheim et Augsbourg qui plante pas mal. T'as Dohan aussi qui sont allés chercher au PSV à Eindhoven. On peut voir là le progrès qu'ils ont fait en termes de recrutement japonais. Et sinon, on a des bons petits joueurs, un peu méconnus, on va dire, par le grand public, mais je trouve que ça joue bien du côté de Fribourg. Et j'espère qu'ils vont finir top 4. Ouais, c'est possible. Ensuite, j'avais un deuxième point positif, on va dire, ouais. Je voulais parler de l'Union Berlin et du Werder Bremen, je vais les mettre ensemble, parce que l'Union Berlin, ils ont démarré très très fort. Ah oui, c'est ça. Et là ça fatigue. Ils sont sur 3 matchs en victoire, ils sont passés 5e, alors ils étaient premiers il y a 5 journées, je crois. Ils ont pris 5 par Leverkusen, là ils viennent d'en prendre 4 par Fribourg. Donc ça commence à être très très dur pour les Berlinois, même si je pense que la pause va leur faire du bien. Leur duo offensif, c'est Becker-Sibatcheux.
marché du feu de Dieu cette saison. En plus de ça, ils avaient la Ligue Europa à jouer. Et donc, on a une équipe assez intéressante, défensive par contre. Mais ça réussissait à obtenir des victoires quand il fallait, ça enchaînait un peu avec la Ligue Europa. Moi j'aimais beaucoup la méthode de l'entraîneur, où j'avais un interview de Sibacheux qui expliquait que, par exemple, pour un match, ils vont dire toi tu viens pas, toi tu restes chez toi, tu souffles, hop, toi après c'est toi au match suivant qui va venir, qui va souffler et tout. Donc il y a une belle rotation dans cette équipe. Il n'y a pas de 11 types, on va dire, à l'Union de Berlin, c'est peut-être ce qui leur manque, parce que là c'est en train de devenir très compliqué. Et enfin, l'autre club que je voulais parler, donc c'est dans ce point-là, c'est le Werder Bremen, qui est remonté cette saison, club mythique du championnat allemand, qui a gardé son ossature dans la Bundesliga d'il y a 2 ans quand ils étaient descendus. Ils n'ont quasiment pas perdu de joueurs quand ils sont redescendus. Là, ils sont renforcés un petit peu et franchement, ils proposent un bon match. Oui, une bonne première partie de saison. Un jeu plutôt intéressant avec Füllkrug en pointe qui a été appelé pour la Coupe du Monde, meilleur buteur je crois de Bundes. On a gardé Bittencourt qui est resté malgré la descente, Veljkovic qui était là aussi, Friedel qui monte en puissance, Pavlenka aussi dans les cages. Donc cette équipe a bien gardé son ossature et elle n'est pas perdue comme l'a fait Schalke qui était descendu. Là c'est vraiment très très dur depuis qu'ils sont remontés, son dernier. Et donc voilà, Werder Bremen, j'aime beaucoup. Ensuite, je voulais parler de l'irrégularité des concurrents à la Ligue des Champions. Il n'y a pas une équipe qui sait être régulière là-dedans. Je parle de Leipzig, je parle de Dortmund, on parle de Gladbach aussi, on peut en parler d'eux. Francfort, même si je voulais en parler un peu après. Bref, il n'y a pas une équipe qui arrive à être régulière là-dedans. Dortmund qui est resté sur pas mal de victoires de suite, il vient de perdre 2 matchs en une semaine et donc se retrouve 6ème. Leipzig ça va mieux, mais ça fait un début de saison catastrophique, même si l'arrivée de Marco Rose leur fait pas mal de bien. Francfort, pareil, début de saison compliqué, mais ça va mieux. Gladbach, ça gagne, ça perd, ça gagne, ça perd. C'est à l'image de Marcus Thuram et la Sampdoria. Donc voilà, un peu mitigé par ces équipes qui n'arrivent pas à enchaîner. Et du coup, on se trouve avec des matchs très, très difficiles à lire parce que certaines équipes peuvent battre des équipes beaucoup plus fortes parce que c'est très, très irrégulier. Ensuite, je voulais parler de Leverkusen qui avait fait un début de saison assez horrible par rapport à ce Leipzig et Francfort, encore pire. Leverkusen qui jouait la Ligue des Champions, qui a remplacé son entraîneur par, par Xabi Alonso. Ça a eu du mal à démarrer, mais j'ai l'impression que la machine est en train de prendre là petit à petit. 3 victoires de suite en championnat. Ils ont battu l'Union 5-0. Ils ont remporté le derby contre Cologne 2-1. Et là, ils viennent de battre Stuttgart 2-0 à domicile. C'est à l'image de Nadim Amiri qui est revenu dans cette équipe et qui est décisif sur les 3 derniers matchs. Moi, j'y crois à Xabi Alonso, entraîneur de Leverkusen. Je me dis qu'il a appris avec Guardiola aussi quand il était au Bayern. Guardiola en parlait déjà, qu'il s'intéressait au jeu, etc. À la Real Sociedad, ça a provoqué ça. Enfin, la réserve, il a réussi à le faire monter en seconde division, ce qui est quand même pas rien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de réserves de clubs en seconde division. Même le Barça et le Real n'ont pas leur réserve à ce niveau-là. Donc c'est vraiment un très très bon entraîneur. Je pense que ça va recruter un petit peu cet hiver. On a quand même un effectif assez intéressant. Moussa Diaby notamment, même s'il était un peu en difficulté, ça va beaucoup mieux. Patrick Schick, même s'il n'en met pas une devant l'autre, là, je pense qu'il peut revenir. On a du jeune Tapsoba, on a Wirtz. C'est là la clé, je pense, c'est là. C'est Wirtz qui revient, qui sera pas à la Coupe du Monde, mais qui va être là pour la reprise. Ils ont aussi la Ligue Europa à jouer avec leur match contre Monaco. Donc Leverkusen, moi je suis bien emballé avec Xabi Alonso, j'avais regardé un de leurs matchs. Et moi j'y crois, peut-être une remontada improbable pour eux et aller chercher une place en Europe. Surtout qu'il y a quasiment pas de joueurs qui partent à la Coupe du Monde. C'est ça qui est, du coup, tu gardes la bonne ossature et tu fais une trêve de 2 mois et du coup ils vont pouvoir peaufiner leur jeu, leurs idées. C'est ça. Il y a de bonnes raisons d'y croire. Ensuite, je voulais parler un peu de Francfort. Parce que moi j'aime beaucoup Francfort et voir jouer. Je l'avais vu contre Marseille et je l'avais vu en championnat et je trouve que Francfort joue extrêmement bien. J'adore Daichi Kamada au milieu de terrain, c'est très très intéressant. Ils ont pris un risque au niveau de leur compo, ils jouent en 3-5,
J'ai un 3-5-2, mais je suis pas sûr du 3-5-2. C'est un 3-4-2-1. Ouais, une sorte de 3-4. C'est parce que t'as Colomani qui est en pointe et t'as Lindström et Kamata qui sont plus reculés. C'est ça, ouais, c'est une sorte de 3-4-2-1. Et moi j'aime beaucoup cette prise de risque, parce qu'en fait, si on regarde bien, on n'a pas un seul milieu défensif dans cette compo. On a Kamada qui est assez offensif, qui joue un peu plus reculé. On a Djibril Sow peut-être plus défensif. Ouais. Et moi c'est plus un profil box-to-box, j'ai l'impression de Djibril Sow. Ensuite on a Lindström et Götze en numéro 10 pour accompagner Colomwani. Donc vraiment cette équipe est vraiment très très intéressante à voir jouer. Ils sont souvent sous-cotés, on se dit tiens, puis à chaque fois ils passent. Et là je pense qu'ils peuvent réussir leur coup et retourner pour la deuxième fois consécutive en Ligue des Champions si ça continue comme ça. Et donc ouais, moi j'aime bien Francfort. Et mon dernier point, je voulais parler d'Offenheim que j'avais bien aimé. Ouais, pas de point négatif. T'as bien raison. Je voulais parler d'Offenheim, donc je me disais que voilà, Offenheim, je les avais regardé un petit peu pour mon Robert Skoff. J'avais suivi Offenheim et je trouvais qu'Offenheim faisait un très très beau jeu en début de saison. C'est devenu très compliqué ces dernières semaines parce qu'ils ont pu gagner un match depuis Schalke le 14 octobre. Ils ont battu 2 fois en Coupe d'Allemagne et en championnat. Ils leur ont mis 2 claques. Même avant, c'était assez compliqué. Si tu regardes, ils ont battu que Schalke et sinon c'était contre Mayence le 10 septembre. Ah oui, quand même. Et juste avant, ils enchaînaient, ils étaient invaincus. Ils étaient invaincus en début de saison à part le premier match. Donc ouais, ça me fait un peu peur pour Offenheim, mais je trouve qu'ils font un très très beau jeu avec Kramaric en numéro 10, ça c'est le numéro 10. Ils ont Bebou, devant le Togolais, c'est un Togolais, qui est vraiment, je trouve très bon. Angelino à gauche. Angelino, Skoff à droite, c'est un ancien attaquant. Donc ouais, moi j'aime bien, c'est dans le style des équipes allemandes de ces dernières saisons. Et je voulais vous préciser, c'est un peu comme la Ligue 1, moi je trouve qu'on va aussi pas s'ennuyer avec la Bundes pour la course à l'Europe entre Freiburg, Leipzig, Francfort, Union Berlin, Dortmund, Wolfsburg, qui est là, mine de rien, Wolfsburg ils font pas de bruit mais ils sont là avec Niko Kovac, Gladbach, je pense que ça va être assez sympathique, et même pour la descente, avec l'Hertha Berlin qui est concerné, Cologne qui est concerné, Augsbourg qui est concerné, Stuttgart qui est concerné, Bochum et Schalke dernier, mais bon, Schalke c'est compliqué pour eux et j'y crois pas trop à Schalke. Mais bref, attention à l'Hertha Berlin qui chaque année est en difficulté. Je ne comprends pas comment ce club peut être en difficulté vu les investisseurs qui sont derrière. Ouais. En fait, ce qui est fou avec l'Allemagne, c'est que du coup c'est très sous-coté. Mais c'est surtout qu'en fait, tu as tous les clubs sauf Cologne qui ont été qualifiés pour le tour suivant en Europe. Quoi. Ils sont tous là en fait. Le championnat est tellement homogène qu'ils se rendent meilleurs à chaque fois. Et du coup, tu te retrouves avec une course au titre du coup, avec les effectifs plus huppés avec Francfort, Leipzig, Dortmund, Bayern, tout comme tu as dit. Et du coup, tu as quelques outsiders, Fribourg, Union Berlin qui sont là et qui jouent leur jeu, jouent leur quête à fond. Et à chaque fois, du coup, depuis 3-4 ans, on n'a plus le Bayern qui domine et tu as tous les autres qui sont là. En fait, toi, ils sont tous à un même niveau. Bayern a repris la tête depuis plus 3 matchs. Mais... fait le trou déjà, donc 4 points d'avance sur Fribourg. C'est compliqué, mais voilà, tu as une vraie bataille maintenant. C'est plus tu as Bayern, Dortmund, Leipzig et tout. Maintenant, ils sont tous au coude à coude. Donc, c'est très intéressant à surveiller. Ouais, c'est pour ça que j'adore la Bundesliga à suivre. Et ben on a fini ce petit bilan de la première partie de saison. Maintenant, on va pouvoir se pencher sur cette Coupe du Monde qui va démarrer. Je pense pour les prochains podcasts, on va pouvoir revenir sur ces matchs de Coupe du Monde, je pense. On verra quand on les tourne, mais je pense le 25 après le dernier match de la journée. Ouais, le 25, c'est dans une semaine pile, donc vendredi prochain. Parfait. On va se tourner ça pour regarder un peu, faire un premier bilan de ces premiers matchs de Coupe du Monde. Ça va être beau ça. Et merci à vous d'avoir participé, merci à vous d'être là. Toujours un plaisir. Merci. Et donc merci à vous de nous avoir suivis, que ce soit sur YouTube ou bien en podcast sur Spotify, parce que celui-là sera bien sur Spotify. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner si vous découvrez la chaîne YouTube On Parle Foot, à nous suivre sur les réseaux sociaux On Parle Foot, Twitter, TikTok ou encore Instagram. Merci à vous. Sur ce, portez-vous bien, c'était On Parle Foot. À bientôt.